Monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, en 1991, la chute de l'URSS et du rideau de fer annonçait pour beaucoup la fin de l'histoire et le triomphe à venir d'un modèle universel de démocratie libérale. Malheureusement, 30 ans plus tard, comme si les guerres de Yougoslavie n'avaient pas suffi, le nationalisme fait le retour tragique aux portes de l'Union européenne en charriant son lot de désespoir et de désolation. L'invasion injustifiée et inqualifiable de l'Ukraine par l'armée russe sonne bien comme un tragique retour en arrière. De 2014 à 2022, d'une conférence de Munich à l'autre, la séquence diplomatique, beaucoup plus longue en réalité que ce qu'en a perçu l'opinion publique, a laissé la place aux armes. La guerre est au cœur de l'Europe et menace l'ordre international établi depuis la Seconde Guerre mondiale, fondé sur le respect du droit international et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Au nom du RDSE, je tenais à exprimer notre solidarité sans réserve à l'égard du peuple ukrainien qui se bat pour sauver la souveraineté de son pays et sa liberté. Je salue son courage ainsi que celui de leur président Zelensky, demeuré au cœur de la capitale, assiégé et présent aux côtés de ses soldats et de la population. J'ai également une pensée pour les Ukrainiens de France qui s'inquiètent pour leurs proches. Enfin, mon groupe souhaite que l'Union européenne accueille dans les meilleures conditions les réfugiés qui affluent. Il va de soi que c'est un devoir moral mais aussi une nécessité politique pour montrer que notre vision de ce qu'est une société est à l'opposé du projet mortifère qui se déploie en Ukraine. Je pense également au peuple russe qui va payer le prix de l'isolement politique et économique. Il faut rappeler que beaucoup de Russes, soit par peur, soit par résignation, soit par un patriotisme mal alimenté, ne font que subir la posture martiale de leurs dirigeants, bien aidés, il faut le souligner, par une propagande intérieure très efficace. La situation des États baltes, de la Pologne et de la Roumanie, qui sont nos alliés et amis au sein de l'OTAN, doit aussi retenir toute notre attention. Nous savons que le chef de l'État leur a donné tous les gages pour leur rappeler notre soutien. Je pense aussi à la situation de la Moldavie, dont une partie du territoire est occupée par l'armée russe, qui ne doit pas devenir la prochaine visée de l'expansionnisme de Moscou. Je pense également à nos amis suédois et finlandais, nommément menacés par le chef de l'État russe. Enfin, je n'oublie pas nos concitoyens français qui, après 2 ans de guerre contre un virus, aspiraient au retour à une vie normale. Ils observent avec incrédulité et angoisse la guerre, à quelques heures d'ici, sans savoir quand et comment elle s'arrêtera. En attendant, nous devons tenir un langage de vérité. Le président de la République s'est exprimé en ce sens. Il faut nous préparer à parer à toutes les situations, y compris les pires. À ce stade, que peut-on promettre ? Entre la politique de sanctions économiques et la riposte armée, les mesures possibles ne sont pas aisées. Vladimir Poutine le sait bien. Les démocraties ne sont évidemment pas prêtes à s'engager dans un conflit frontal. La dissuasion nucléaire joue pleinement son rôle, mais montre aussi ses limites. Dans ces conditions, sanctionner l'économie russe et s'attaquer aux oligarques semble pour le moment le meilleur outil de pression contre le régime russe et son vassal biélorusse, même si, encore une fois, la population sera la première à en souffrir. Cependant, à court terme, cette stratégie sera coûteuse pour les Ukrainiens qui vont devoir résister en espérant tenir. Le soutien matériel et humanitaire doit être amplifié autant que possible. La France s'en honore comme tous ses partenaires. Mais surtout, la décision historique de l'Union européenne d'envoyer du matériel militaire létal permettra peut-être à plus long terme de catalyser la formation d'une Europe enfin souveraine sur le plan stratégique et militaire. La décision de l'Allemagne de se réarmer montre aussi que, paradoxalement, la décision d'envahir l'Ukraine coûtera sur le long terme à la Russie la formation d'un bloc ouest-européen plus uni et plus puissant. Bien sûr, pour les pays européens et pas seulement, il y aura un coût, à commencer par la hausse du prix de l'énergie et de nombreuses matières premières.
Cependant, le renoncement est très vite aperçu inenvisageable. Le RDSE soutient donc sans réserve la politique de sanctions décidée conjointement par les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays ailleurs dans le monde. Les premiers effets peuvent d'ailleurs en être mesurés. Mais il est évidemment trop tôt pour en tirer des conclusions, car le géant russe peut se tourner aussi vers son partenaire chinois. Quand bien même il n'existe pas d'amis en géopolitique, mais seulement des intérêts convergents. En attendant, l'activité diplomatique doit être, bien entendu, se poursuivre. Le maintien d'un dialogue, certes exigeant, reste la clé de la résolution du conflit. Ce dialogue, même biaisé, existe bien entre les belligérants, mais aussi entre l'Union européenne et le dirigeant russe, hier encore par la voix du président de la République. Toutes les initiatives en ce sens doivent être encouragées et soutenues. Néanmoins, à ce jour, les conditions de règlement d'un conflit posé par le président russe demeurent inacceptables. Au sein de la communauté internationale, il faut continuer à isoler Moscou. La Chine et la Turquie ont émis des signes de retenue qui doivent être préservés. Je rappellerai ainsi un principe de Clausewitz, général et historien et théoricien militaire prussien. Je cite: « La guerre n'est pas seulement un acte politique, mais un véritable instrument de la politique. Une poursuite de relations politiques, une réalisation de celles-ci par d'autres moyens. » Vladimir Poutine sait parfaitement entremêler diplomatie et actes de guerre. Après tout, le conflit d'aujourd'hui n'est que la continuation de ce qui s'est passé au Donbass et en Crimée depuis au moins 2014. Bien sûr, il est toujours facile de réécrire l'histoire. Oui, peut-être, une fois le mur tombé, aurait-il fallu créer une véritable organisation de la sécurité en Europe qui n'aurait pas constitué un épouvantail pour le Kremlin. Mais n'inversons pas les responsabilités. Oui, notre main a sans doute tremblé un peu lorsque les troupes russes sont entrées en Transnistrie en 1992, en Géorgie en 2008, ou ont annexé la Crimée en 2014. Oui, il est possible que nous ayons sous-estimé le rêve poutinien d'une grande Russie, alors même que les indices étaient présents encore récemment avec l'allégeance du président biélorusse Loukachenko. Mais quelle que soit l'histoire, le temps n'est plus au regret, d'autant qu'il est difficile, après, de savoir ce qui aurait pu arrêter le dirigeant russe dans sa volonté d'expansion et d'hégémonie. Le discours du 21 février dernier n'était ainsi qu'une réécriture fallacieuse de l'histoire de l'Ukraine pour justifier l'invasion. Mes chers collègues, pour conclure, dans un climat empreint d'une extrême gravité, je souhaiterais malgré tout souligner un point positif. Il s'agit de la remarquable unité que l'Union européenne a manifestée dans cette épreuve. Après la solidarité sanitaire, la solidarité budgétaire, la solidarité est au rendez-vous pour assurer notre sécurité collective. Espérons que, conjuguée à l'appui de nos nombreux alliés, cette unité puisse contribuer à sauver la paix, la liberté et l'indépendance de l'Ukraine. Merci, Monsieur le Président.